C'est une rencontre, Mounier, avec un R majuscule. Ça a changé ma vie, et c'est un art de vivre qu'il propose. J'ai commencé à lire, puis j'ai dévoré, et il est devenu une sorte de tuteur. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à structurer mon univers, mais aussi à m'aider à comprendre le monde. Il n'apporte pas de réponse à toutes nos questions, mais il apporte un cadre permettant de construire un peu mieux son existence. C'est un philosophe, c'est un éducateur, c'est sa manière d'être à la pensée qui m'intéresse, c'est sa manière d'être avec lui-même, avec les autres. C'est quelqu'un qui vous pousse à aller au-delà de vous-même, vous pousse à faire vérité sur vous-même. Mais qui en aucune façon ne voudra jouer au rôle de directeur de conscience, ou il est éveilleur de conscience. Puis son œuvre, il a fait une œuvre en très très peu de temps, puisqu'il est mort jeune, il est mort à 45 ans. En 18 ans, c'est une œuvre considérable qui s'est mise en place. Il gagne à être connu et reconnu. Emmanuel Mounier naît à Grenoble en 1905, la même année que Jean-Paul Sartre et Raymond Aron, dans une famille de la petite bourgeoisie du Dauphiné, encore proche de ses racines paysannes. Sa famille est marquée par la foi catholique, mais sans dogmatisme. Le jeune Emmanuel est un enfant brillant, mais introverti, diminué d'une oreille puis d'un œil suite à un accident dans la cour de récréation. Son père, pharmacien salarié, étant de santé fragile, l'inquiétude de la maladie, l'insécurité latente imprègnent en secret le jeune garçon et l'ouvrent précocement à la peine du monde. Après un bon parcours scolaire, Emmanuel Mounier commence les études de médecine que souhaitaient ses parents, mais qui ne lui conviennent pas. Une dépression s'ensuit. Le jeune homme décide alors de répondre à l'appel de la philosophie, matière dans laquelle il avait bien réussi au lycée. Pendant 4 ans, il sera guidé par le philosophe Jacques Chevalier, disciple de Bergson et catholique libéral, dont il est le meilleur élève. Puis Emmanuel monte à Paris préparer l'agrégation à la Sorbonne. Les années parisiennes 1927 à 1932 marquent l'éclosion d'une personnalité qui sort de son cocon. En 1928, à 23 ans, il est reçu second à l'agrégation de philosophie derrière Raymond Aron. Il obtient une bourse pour élaborer un sujet de thèse, explore les écrits mystiques, mais comprend que le travail intellectuel et le métier d'enseignant ne satisferont pas son besoin d'activité et de rencontres. Toujours créé en soi ou en dehors de soi, voilà le secret de la jeunesse perpétuelle. Une capacité assez extraordinaire à créer des liens. C'est un homme qui pense toujours avec les autres. C'est pas un penseur solitaire. C'est quelqu'un pour qui le tu est fondamental. Et derrière ce tu, il y a toujours un nous. Il va aller chercher, un peu comme Socrate en son temps, dans la pensée de l'autre, ce qui le fait avancer dans son chemin de vie. Pars d'où tu es et va ton chemin. À Paris, en dehors de la Sorbonne, le jeune philosophe rencontre des personnalités qui vont élargir son horizon, comme Bergson ou Jacques Maritain, auprès duquel il participe à de riches échanges qui mêlent spiritualité, philosophie et politique. Emmanuel Mounier s'est rendu compte que la philosophie universitaire telle qu'elle est pratiquée ne saurait le satisfaire. Souvent éprise d'érudition et refermée sur elle-même, elle reste pour la plupart du temps indifférente au sort du monde qui l'entoure quand elle n'adopte pas des positions franchement idéologiques. Or, Emmanuel Mounier fuit les systèmes de pensée clos sur eux-mêmes qui enferment, réduisent, excluent. Sa philosophie n'est pas une dogmatique, n'est pas un système, n'est pas une idéologie, mais c'est une position dans l'existence qui est telle que, à la fois, il y a ouverture à lui-même, ouverture aux autres, ouverture au monde, et puis ouverture à Dieu, tout en étant engagé dans le monde, sans pour autant faire partie d'un quelconque parti politique. Mais c'est une manière d'être au monde qui ouvre la vie, quoi, qui ouvre la vie et la pensée.
Ouvrir le champ des possibles. En ce contexte des années 1930, où la crise a mis à mal le monde occidental, le jeune philosophe a décidé de se mettre au diapason de l'histoire et de faire converger son histoire personnelle avec l'histoire collective. Son maître, c'est Charles Péguy, auquel il consacre un livre. Il fait le choix de s'engager, quelles que soient les difficultés et les sacrifices, pour devenir un agitateur d'idées, créer un laboratoire de réflexion et d'espérance pour penser le monde à venir et ouvrir le champ des possibles. Il n'a que 27 ans. On le voit bien tenir une chaire universitaire. Eh bien non. Finalement, il renonce à la carrière et choisit l'appel de sa vocation. C'était un très bon philosophe, mais qui s'est, d'une certaine façon, forcé pour entrer dans une action qui engageait toute sa vie. Et cette action prendra principalement la forme de la création de la revue Esprit. Ce qui me guide sous le prétexte du problème historique, c'est le souci d'une philosophie humaine contre tous les abstracteurs de quintessence orgueilleuse et vide. C'est en août 1932, à Font-Romeu, dans les Pyrénées, que la revue Esprit est lancée par un groupe de jeunes intellectuels non conformistes, en majorité chrétiens, mais pas uniquement. La société française a été brisée par 14-18. Il y a des gueules cassées dans les rues, il y a quelque chose qui s'est passé. Le crash a confirmé cette rupture. On est obligé de repenser autrement la société et il faut recréer une communauté. Donc l'audace de créer cette revue, l'audace de l'animer avec des participants qui finalement ne partagent pas toujours ses convictions religieuses, puisqu'il a quand même, lui, une assise catholique forte, hein, mais qui tous ont ce respect très profond de la personne. Très profondément religieux par ses convictions, je dirais par ses fibres même les plus intimes, il était très laïque dans sa démarche. Et plus la diversité était grande, plus Mounier se réjouissait, c'était la condition de qualité du débat. C'est une revue pluraliste. Et c'est une revue aussi non confessionnelle, c'est-à-dire qui permet à des gens, avec des apparentements, des positions différentes, de pouvoir avancer ensemble. C'est une forme d'œcuménisme très rare pour l'époque. Le jeune Emmanuel, qui avait une disposition contemplative, des goûts esthétiques, la passion de l'étude et du piano, se fait penseur militant, engagé dans les batailles de son temps. Son destin, c'est aussi ce sentiment il y a une époque qui a révolu, que quelque chose de nouveau doit se faire. De ce sentiment qu'il faut créer quelque chose d'autre sur le plan intellectuel. Cette revue, elle est nécessaire aussi pour creuser un détricotage de l'identification du christianisme avec une position réactionnaire. Réactionnaire voulant dire ici complètement solidaire de la logique de l'argent et du gain et du profit sans limite, quel que soit le prix à payer en destruction humaine. Et puis le troisième point pour lequel la revue est nécessaire, nous sommes dans les années 30 et Mounier a conscience que cette crise économique est avant tout une crise de civilisation. D'où l'idée chez lui, toujours le thème de la civilisation, qu'il faut refaire la Renaissance. Le premier numéro de la Revue internationale de la génération nouvelle paraît en octobre 1932. Il s'agit de réorienter la personne vers un humanisme plus intégral, plus spirituel, à l'écart des idéologies et des modes qui gangrènent l'homme et la société. Il a toujours eu une aversion quasi viscérale qu'on lui a beaucoup reproché contre cette Troisième République. Mais en fait, c'était une aversion contre ce monde de partis qui passait son temps, effectivement, à se noyauter, à empêcher l'autre de gouverner sur la base de principes purement partisans. Et donc ça rendait impossible toute politique prophétique et puissante. Alors, le choc, bien sûr, pour cette génération-là, c'est le crash de 29, qui, je dirais, a été la confirmation du désordre établi. Le creux de l'engagement pour lui, citoyen, c'est le refus de
le refus du désordre établi. C'est la capacité de dire non à cette société telle qu'elle est. C'est la capacité de dire non au capitalisme dominé par la finance. Il dénonce la prise de pouvoir de la finance sur tout, et de sorte que toute la société, tout l'homme, toute la civilisation est grignotée et démolie par ce pouvoir unique de l'argent. Et la dégradation de la mystique en politique, c'est ce moment où on voit la puissance des idées, leur élan, ne se dégrader qu'en défense des intérêts privés, des intérêts particuliers, et donc en défense du pouvoir. Tout cela, bien sûr, qui a été marqué par une culture de l'individualisme extrêmement forte. Et c'est la raison pour laquelle il a tendu à aller au-delà de la notion d'individu, à penser la personne. L'individualisme comme théorie philosophique, c'est une pensée qui est recentrée sur l'individu et qui part du principe que l'individu préexiste à la société. Et donc l'individualiste produit une théorie de l'individu sans lien, sans attache, non rattachée à un sol concret. Et c'est précisément cette conception de l'individu qui va être critiquée par Mounier. Il va tout à fait comprendre quelles ont été les avancées dans l'Europe moderne, à partir de la Renaissance, de l'émergence de l'idée d'individu, qui a fait que les sociétés n'ont plus été fondamentalement inféodées à une église autoritaire ou à une monarchie. Sauf que cette conception de l'individu est extrêmement problématique, puisqu'elle invite à concevoir un individu comme étant entièrement souverain, comme étant totalement entrepreneur de soi, totalement délié du monde, totalement délié, pourquoi pas, de l'autre, du grand autre, et totalement délié de la vérité. Et ce que dira Mounier, en fait, et c'est le centre de sa critique de l'individu, c'est que l'individualisme, donc cette théorie qui opère la promotion théorique et éthique de l'individu, c'est la métaphysique de la solitude intégrale. Pas de cénacle, pas de chapelle, mais un même esprit qui rapproche, unit, soutient de multiples talents. Nous ne travaillons pas pour la gloire. Nous n'avons ni système ni formule. Et la gloire immédiate ne se donne qu'aux formules frappantes, extrêmes, donc fausses. Emmanuel Mounier fonde esprit parce qu'il croit qu'il est possible à des hommes résolus d'agir sur d'autres hommes et de peser sur les forces antagonistes pour conserver leur tension féconde. Ennemi des vies sclérosées, il est un adversaire de tous les systèmes clos de pensée. Il ne reconnaît l'authenticité que là où le vrai toujours partiel ne tend pas à s'imposer en niant d'autres aspects de la vérité. Le monde moral comme le monde physique repose sur cette pluralité d'éléments irréductibles et antagonistes, et c'est de la contradiction de ces éléments que résulte la vie et le mouvement de l'univers. Et puis c'est un être qui approfondit à partir de ce que l'autre lui dit. Il y a peu de gens qui savent accueillir la pensée de l'autre. Ricoeur a fait ça d'une autre façon que Mounier, mais en prolongement aussi de Mounier. C'est toujours un art à la fois de tendre les contraires, en même temps que de voir dans chacun de ces contraires ce qui va permettre d'avancer. Mounier pense que par la gestion des tensions, on transforme la situation historique et au fond, les tensions vont se déplacer et c'est ainsi que l'histoire peut avancer ou reculer d'ailleurs. L'histoire n'avance pas de manière définitive. L'intelligence, ça veut dire rassembler, ça veut dire réunir ce qui apparaît comme étant dispersé ou comme étant contradictoire, et de les rassembler de telle manière que une vie humaine soit possible. La vie du philosophe se confond désormais avec celle de la revue mensuelle, dont il va assurer jusqu'à sa mort la direction, la gestion et une bonne partie de la rédaction. Il veut faire d'Esprit plus qu'une revue, un mouvement de pensée dont l'influence dépasse le cadre de Saint-Germain-des-Prés et qui travaille à la dignité du politique. En dépit du manque de moyens, Emmanuel Mounier se dépense sans compter pour animer la revue, la faire connaître à Paris, en province et à l'étranger, où des groupes esprits sont créés. Les correspondants se rassemblent vers le 14 juillet en un congrès annuel en banlieue parisienne. C'est une structure décentralisée qui évitera à Esprit de devenir une chapelle parisienne.
C'est l'embryon d'une internationale que Mounier anime de ses circulaires et de ses visites. Toujours ouvert à tout et à tous, il voyage beaucoup pour se rendre sur le terrain, s'entretenir de personne à personne, afin de rendre compte de façon très pointue et en même temps documentée. Mounier va à la fois animer cette revue. On sait que c'est très difficile, qu'il assume en même temps la pauvreté, là il n'a pas de carrière universitaire, et à travers le rythme de cette revue et du travail qui s'y fait en collectif, il construit une œuvre dans le cadre largement intellectuel. Sa place, elle est d'être un réveilleur du christianisme, en ce sens que pour Mounier, il va falloir allier le progrès dans l'engagement spirituel avec un engagement sans concession, véritable, dans le mouvement de l'histoire. Il faut distinguer véritablement le spirituel et le temporel. Et c'est en cela que Mounier va être un des penseurs de la laïcité. Mais en même temps, tout ce qui est spirituel ne se réalise que par la relation avec le temporel, et ce qui est temporel trouve son accomplissement aussi dans une dimension spirituelle. Penser le spirituel, vivre le spirituel, ce n'est pas défendre la réaction et le conservatisme. Parce qu'à l'époque, la vie de l'esprit est associée à la droite, à une pensée conservatrice, qui finalement ne fait que aller dans le sens de l'ordre des choses tel qu'il est établi en fait. Mounier parlera du désordre établi pour le coup, ou alors on va se retrouver face à une pensée de gauche extrêmement matérialiste qui d'emblée va tenter de disqualifier toutes les formes de religiosité et de vie spirituelle en considérant justement qu'elles ne font que le jeu des droites réactionnaires. Et donc Mounier va essayer de tracer une autre voie tout à fait singulière où justement la vie de l'esprit n'est plus contre la matière et ne va plus contre le monde. Mounier, c'est pas un rêveur. Il disait il faut savoir accrocher une étoile à sa charrue. Ce qui du coup donne la mesure du projet personnaliste, c'est-à-dire on a les pieds bien plantés sur terre, on va véritablement mettre les mains dans le cambouis du réel, avoir cette attention au réel, bien comprendre ce qu'il est, faire un constat, et après proposer les solutions, les postures, les engagements. Mounier, effectivement, était très attaché à la terre. Il était attaché, d'une certaine façon, à la dimension d'incarnation. Nous sommes habitants un corps, nous sommes habitants un monde, et c'est dans tout cela que nous devons trouver notre chemin, et ne faisons pas les malins. Il y a dans notre condition humaine de l'épaisseur, de la résistance, de la pesanteur, comme dira Simone Veil, et nous devons l'intégrer et traverser tout ça. Et donc, il retient de Péguy ceci, que le spirituel couche dans le lit de camp du temporel. Il faut tenir en permanence ces deux dimensions, les tresser ensemble, et c'est ça qui donne son sens à notre condition. Auprès du correspondant de la revue Esprit à Bruxelles, Emmanuel Mounier a fait la connaissance d'Elsa Leclerc, surnommée Paulette. Après de longues fiançailles, Emmanuel et Paulette se marient en 1935. Emmanuel va alors vivre entre Paris et Bruxelles. Il craint au moins autant l'idéalisme que le matérialisme et rejette aussi bien la cité des corps sans âme que celle des âmes sans corps. En penseur réaliste, il propose une troisième voie entre individualisme et totalitarisme, capitalisme et marxisme. Il me semble que la meilleure manière d'avoir tenu cette troisième voie, on la retrouve chez Mounier, puisqu'il n'y a jamais eu de compromission avec l'extrême droite, cet auteur. Il n'y a jamais eu de soutien à des rhétoriques fascistes, nazis ou même pétainistes. De la même manière que sa critique du marxisme et du matérialisme est extrêmement fine et intelligente. C'est-à-dire que Mounier, attentif à la question de la pauvreté, n'a jamais disqualifié et humilié le marxisme, au sens où il comprend un ensemble d'analyses qui sont faites par Karl Marx concernant la question peut-être de la lutte des classes, concernant la violence qui est faite aussi aux pauvres, mais cette compréhension-là ne l'amènera pas, là aussi, à cautionner le marxisme, dans la mesure où c'est une pensée, là aussi, de la mutilation de la personne, qui finalement réduit l'individu simplement à la matérialité du monde.
Le spirituel aussi est une infrastructure. Ça, c'est en direction, évidemment, des marxistes, en disant, bien sûr que l'économique, c'est très important, mais n'oubliez pas que le spirituel est lui aussi le principe d'explication du fonctionnement et de l'orientation de nos sociétés. Mounier fait partie de ceux qui dénoncent et qui annoncent et qui donnent la possibilité d'aller vers des temps nouveaux, d'organiser différemment les choses, la société, les questions du politique. C'est un auteur qui n'a pas évité la question politique et qui a tenté de la penser, là aussi, d'une manière tout à fait neuve, en fait. Nous appelons personnaliste toute doctrine, toute civilisation, affirmant le primat de la personne humaine sur les nécessités matérielles et sur les appareils collectifs qui soutiennent son développement. Au-delà des idéologies qui enferment et asservissent l'être humain au lieu de le libérer, Emmanuel Mounier pense l'existence effective de l'homme en tant que personne. La personne permet de dépasser la cassure entre l'individu et la société. Derrière l'individu qui prévaut, l'individu des droits de l'homme au sens de 1789, etc., qui est un acquis formidable, il le dit, il faut retrouver la personne vivante en somme. C'est-à-dire une personne qui ne soit pas rétractée sur ses droits, qui ne soit pas dans un rapport défensif vis-à-vis de ce qui n'est pas elle, vis-à-vis d'autrui, mais qui soit au contraire dans des rapports de communication, des rapports de communion, d'empathie, etc., avec le monde. Mounier dira que sont nos vies en tant qu'être humain, que sont nos vies en tant que personnes. Nos vies sont des vies incarnées. Nous vivons dans un monde, nous nous rattachons à des individus, nous recevons d'autrui et nous lui donnons. Et de fait, en recevant d'autrui et en lui donnant, nous créons. Incarnation, création et don, voilà les trois concepts finalement qui vont former l'idée de personne chez Mounier. Pour Mounier, la personne, c'est la totalité de l'homme. La personne, c'est plus que la conscience, c'est plus que le moi, c'est plus que le corps, c'est plus que la personnalité, etc. La personne, chez Mounier, permet de dépasser l'individu et l'individualisme. Car la personne se découvre dans la relation. Elle n'existe pas comme un moi tout fait, elle se forme dans la relation avec l'autre, dans la transcendance vers l'autre. C'est une première transcendance. Et là, une deuxième transcendance, c'est vers les valeurs. Et il y a une troisième transcendance, c'est une transcendance vers soi-même. C'est-à-dire la personne n'est pas achevée, elle est un mouvement, elle est à la quête d'un destin qui lui est propre. Chaque personne a un destin qui lui est propre. Mounier parle même d'une sorte de chiffre secret qu'il a défini. Je ne suis une personne qu'en le devenant. C'est-à-dire en devenant moi-même, en essayant de découvrir en moi ce qu'il appelle ma vocation, ce à quoi je suis appelé, dans le souci personnel et dans le souci également d'autrui. Penser la personne, c'est toujours déjà partir, non pas de l'individu et de la relation. C'est toujours déjà partir de l'idée que ce que je suis est une relation et non pas un point, en fait, qui ensuite entrerait en relation avec l'extériorité. Nous sommes déjà habités par le monde. Et c'est précisément ce que va penser Mounier. Et la personne ne se trouve vraiment elle-même que dans un nous, mais un nous qui n'est pas un effacement de la personne. Parce que plus la personne est elle-même, plus riche sera aussi sa relation avec l'autre. Nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avions pas à vivre ensemble. Et donc trouver aujourd'hui les moyens d'une relation créatrice, positive entre nous, c'est un vrai défi. Donc chez Mounier, il n'y a pas d'opposition individu-société. La communauté est déjà dans la définition de la personne, d'où l'expression qui a caractérisé Mounier, personnalisme communautaire. Je pense qu'il donne des critères extrêmement forts pour aujourd'hui, pour penser une communauté, qui prennent parti sans être partisane. Toute civilisation personnaliste a pour fin l'ultime accomplissement de la personne en tant que singulière et autonome, en tant qu'elle-même. La personne n'est pas une architecture immobile. Le personnalisme pense l'humanité créatrice.
C'est une pédagogie de la vie commune liée à un réveil de la personne dans une activité vécue d'autoconstruction, d'autocréation. C'est un appel à la plénitude personnelle. L'homme est fait pour être dépassé et ne se réalise que dans l'engagement. La personne, à cet égard, est un mystère, mais un mystère au sens où l'entendait Gabriel Marcel, c'est-à-dire non pas quelque chose qui ne se découvrirait jamais, qui ne se comprendrait jamais, mais ce que l'on n'a jamais fini de comprendre. On n'enclôt pas la personne dans une quelconque définition. La personne est une expérience à vivre, c'est une tâche, c'est un travail. Deviens ce que tu es. Donc c'est une expérience, c'est un voyage, c'est une aventure et c'est un horizon. Aucun homme n'a sa vie tracée d'un point A à un point B. Rien n'est acquis, rien n'est déterminé. Il n'y a pas d'homme condamné, il n'y a pas d'homme prédéterminé. L'homme se détermine lui-même par l'action de sa liberté et de son engagement. L'homme est d'autant plus homme qu'il est libre et qu'il en a conscience. Le personnalisme est une espérance raisonnable. C'est-à-dire que le personnalisme permet de mettre une personne en chemin. C'est une grille de lecture couplée avec une proposition de valeur ou une proposition d'idées. Après, libre à la personne de les mettre en route. Mounier, c'est un philosophe de la liberté. Mounier, c'est un philosophe qui nous aide à avancer dans un chemin plus que de liberté absolue, de libération personnelle et collective. C'est aussi un philosophe de la résistance, qui nous apprend à résister aussi, spirituellement, matériellement, à ce qui peut nous opprimer, à ce qui peut trop nous contraindre. Mounier invite à une liberté qui n'est pas simplement une liberté en situation, qui est une liberté responsable. Le rouleau de l'histoire, finalement, c'est une addition de toutes ces volontés ou toutes ces démissions. Et à un moment donné, chacun est responsable. Il nous renvoie quand même une responsabilité, alors pas écrasante comme chez Sartre, mais néanmoins une responsabilité. Primauté du spirituel par l'engagement dans le temporel. C'est à travers l'engagement dans la vie de la cité que l'on devient chrétien et que l'on devient un croyant sincère. L'engagement. Influencé par le philosophe allemand émigré Paul Louis Landsberg, qui montre à ses amis français que la personne n'est pas libre si elle reste passive devant le mouvement de l'histoire, Mounier, après avoir pris position contre Franco, a compris la menace que représente Hitler. Il condamne les accords de Munich et précise que le seul problème urgent à résoudre consiste à définir la tactique de résistance. Sa philosophie de l'engagement est une philosophie du citoyen actif. Il s'évertue à faire que le citoyen reconnaisse que finalement le pouvoir n'existe que par lui, que par son consentement. Pour lui, le gros problème, c'est que le citoyen s'empare de son pouvoir et donc crée des occasions d'action et donc au fond interviennent dans la vie de la démocratie. Dans l'engagement, chez Mounier, il y a toujours l'idée de se solidariser avec une cause imparfaite. Il n'y a pas d'engagement parfait. Selon des méthodes imparfaites, deuxième dimension et troisième dimension de l'engagement, mais avec au cœur, dans la tête, dans l'esprit, quelques valeurs fondamentales sur lesquelles on ne transigera pas au point qu'il dit « ce sont des valeurs pour lesquelles je donnerai ma vie ». Allez là où vous voulez et changez les choses. Travaillez au changement, mais avec réalisme, en sachant que ce n'est pas avec des bannières, avec des banderoles que vous changerez les choses, mais par un travail lent, qui est aussi le travail de la personne. C'est-à-dire que dans l'action, on vous jugera non seulement sur vos actes, mais sur la conformité de vos actes avec vos convictions. Il y a le pôle du politique. Et de l'autre côté, il y a le pôle du prophétique. Pour Mounier, l'engagement humain se situe entre les deux. Le politique livré à lui-même, sans lien avec une dimension prophétique, devient une simple technique et perd tout esprit. Par contre, le prophétique n'est pas non plus une fuite dans l'idéal, le pur idéal. Le prophétique, c'est une forme d'action. Et le prophétique s'occupera des mêmes problèmes, à la limite, que le politique. Mais il ne s'inscrit pas dans les limites
de compromis, etc., du politique. Il a comme visée de préparer, de travailler ici maintenant les esprits à rendre possible des choses qui historiquement ne le sont pas encore. C'est une forme d'action dans laquelle la personne, elle est travaillée par la contemplation de valeurs essentielles qu'il faut faire advenir. Le pôle politique et le pôle prophétique doivent être pensés dans un rapport de tension, c'est-à-dire que le prophétique, c'est véritablement l'horizon, doit être l'horizon de l'action politique. Et ce prophétique étant pétri d'éthique, enfin des valeurs qu'on se donne, des valeurs motrices et des valeurs rectrices. Parler de valeurs, c'est parler véritablement de ce qui est le plus déterminant, au fond, dans nos vies personnelles et dans la vie collective. C'est là qu'il faut aller. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est ce que n'a cessé de dire Mounier. Sachez ce que vous voulez et calez ensuite votre action sur l'horizon que vous êtes donné. Donc, le prophète chez Mounier, c'est quelqu'un qui s'expose aujourd'hui parce que ses positions ne sont pas bien reçues, notamment par les politiques. Il va y avoir une tension très dure là, mais c'est quelqu'un qui a au fond la prétention ou la vocation de préparer des ruptures dans l'histoire, de préparer un changement profond dans l'histoire. Chez Mounier, les valeurs ont un enjeu historique. Les valeurs apparaissent dans l'histoire. Ce sont les personnes qui, par leurs engagements, au fond, témoignent de la valeur. Quand l'abbé Pierre, en 1954, pousse son grand cri prophétique, il fait apparaître quelque chose comme une valeur nouvelle, l'impossibilité de laisser des gens sans logement. C'est inhumain, une nouvelle forme de l'inhumain. Il nous pointe à le comprendre. Il réveille des valeurs qui sommeillaient et Mounier, du coup, montre comment ces valeurs peuvent être perverties. Exemple, il y a des contrefaçons des valeurs, de certaines valeurs, dans le fascisme. Mounier dit « Le fascisme consiste à vouloir que les relations humaines de la charnelle quotidienne s'étendent au niveau global de la nation. Une espèce d'effacement de la personnalité et une espèce de mise au poste de commandement d'une nation qui écrase les personnes, en quelque sorte. Les personnes n'existent plus, elles sont dans la fusion. Elles sont dans la fusion, alors que chez Mounier, la relation de la communautaire, par exemple, est justement au maximum de la distinction des personnes, mais aussi de la reconnaissance réciproque des personnes. Et le fasciste, c'est justement, il gomme cela et il confond la société et l'État. L'événement sera notre maître intérieur. Philosophe exigeant, appuyé sur les travaux des meilleurs spécialistes, Emmanuel Mounier refuse la spéculation gratuite et n'oublie jamais l'humanité agissante. L'événement est ce qui nous oblige à choisir, et les événements sont nombreux dans ces années d'avant-guerre. On a retenu aussi de ça de Mounier, c'est cette obsession de la présence aux événements, la présence au monde. Nous avons à être actifs face aux provocations de l'événement. Et qu'est-ce qui fait événement ? C'est à la fois la rencontre du coin de la rue et aussi les grands événements du monde. Alors ça ne veut pas dire se soumettre passivement à l'événement ou à ce qui survient, mais ça veut dire être capable d'accueillir ce qui survient et d'être à la hauteur de ce qui survient, ce qui est extrêmement difficile. Parce que quand on essaie de se mettre à la hauteur de ce qui survient, de manière nécessaire, on est confronté à des contradictions. Parce qu'à partir du moment où on a accepté non pas de se soumettre à l'événement, mais de se placer à la hauteur de celui-ci, on accepte l'intranquillité. On ne peut pas s'engager en ayant les mains pures. Ça ne veut pas dire que tous les engagements sont des engagements meurtriers. Ça ne veut pas dire que tous les engagements sont des engagements qui invitent à transiger avec nos principes. Mais cela veut dire que les situations historiques, politiques, sociales auxquelles nous sommes confrontés font qu'on est toujours obligé de négocier avec ces situations. Et la complexité de l'engagement vient de là. Mobilisé en 1939, Emmanuel Mounier rejoint un régiment du chasseur alpin dans la région de Grenoble.
Après l'armistice et la démobilisation de juin 1940, il s'installe à Lyon avec femme et enfants. Paulette lui a donné une deuxième fille. En zone libre, il décide de rester présent dans le débat public en relançant Esprit avec l'autorisation du gouvernement de Vichy et en se soumettant à la censure. Plusieurs de ses amis critiquent cette décision, mais Mounier estime avoir la mission de défendre les mêmes valeurs dans la situation nouvelle en prémunissant ses lecteurs contre les séductions du nazisme et contre la propagande antisémite. La revue apprend à ruser avec la censure. Il y a deux façons. Quand on est en désaccord avec une espèce de machine qui vous broie et vous êtes un pion dans un grand système, soit à un moment donné vous posez un arrêt et vous sortez du système, et donc c'est une forme de révolte radicale, ou soit de l'intérieur vous essayez encore, peut-être avec des contacts, de faire évoluer dans le bon sens. Mounier, lui, il avait cette profonde volonté de transformer de l'intérieur. Et donc il a maintenu sa revue jusqu'en 1941. C'est quelqu'un qui essaie d'avancer dans une forme de souplesse. Là, il tient ça vraiment de Bergson. Bergson dira dans La pensée et le mouvant qu'il y a deux façons de se situer aussi par rapport aux situations. Soit on les affronte, comment dire en termes contemporains, au clash, soit on épouse le mouvement de ces événements, donc le mouvement du réel, et on les transforme au fur et à mesure. C'est utiliser la possibilité de la tension entre les contraires pour non pas aller systématiquement au conflit, mais pour intégrer le conflit de telle manière qu'il puisse être non destructeur et au contraire qui permette de faire avancer. Dans le même état d'esprit, Emmanuel Mounier a accepté de faire partie de l'école des cadres d'Uriage, création du gouvernement de Vichy pour former les futurs cadres de la nation, à la condition de garder sa liberté de parole. En fait, cette école va devenir avec le temps un foyer de résistance. Le 17 février 1941, le gouvernement de Vichy ordonne le limogeage d'Emmanuel Mounier. Et après la publication d'un article intitulé « Supplément aux mémoires d'un âne » qui vise directement le maréchal Pétain, la revue Esprit est interdite en août 1941. Emmanuel Mounier va alors animer le groupe d'études de la résistance zone sud. Il est arrêté le 15 janvier 1942 parmi les militants et sympathisants du mouvement Combat et subit une longue détention arbitraire de plusieurs semaines. Accusé sans preuve d'être le maître à penser de la résistance, il est acquitté par le tribunal le 30 octobre 1942. 11 jours plus tard, les Allemands entrent à Lyon. Mounier a juste eu le temps de trouver refuge à Dieulefit dans la Drôme, un bastion de résistants. Il s'y cache avec sa femme Paulette et leur fille jusqu'à la libération. Il donne des cours à la fameuse école de Beauvallon, école connue pour ses méthodes pédagogiques innovantes où plusieurs personnalités se sont réfugiées. Il garde le contact avec ses amis de la Résistance, donne plusieurs articles au cahier politique clandestin créé par Jean Moulin. Sous un tilleul, il rédige 2 livres, L'affrontement chrétien et son fameux traité du caractère, qui aide à comprendre le comportement humain. Sa résistance, c'est écrire. Et ce qu'il écrit, c'est absolument magnifique. Il y a plusieurs façons de résister, d'armer les gens. Donc on peut leur donner des armes et les emmener sur un terrain de combat pour lutter frontalement, mais on peut aussi les armer intellectuellement. Et en fait, leur donner une force, une vigueur. Donc c'est un penseur de la volonté, c'est un penseur du refus de la résignation, c'est un penseur du renouveau, puisqu'il y a possibilité d'ouvrir le monde à autre chose que ce qu'il est. On ne peut pas se satisfaire de ce qui est donné, mais c'est un optimisme tragique. Et c'est là où la pensée de Mounier est tout à fait solide et accepte la complexité du réel, c'est que ce monde tel qu'il est, en fait, nous est offert avec un ensemble de difficultés, de problématiques qui font que les optimismes sont toujours des optimismes limités.
Il n'y a pas de pensée des lendemains qui chante, finalement, chez Mounier. Mais l'optimisme tragique, c'est toujours cette pensée, finalement, qui prend la mesure, là aussi, des déchirures et des conflictualités qui saisissent ce qui fait véritablement l'homme. Ne vous satisfaisez pas du donné tel qu'il est, mais sachez que toutes nos espérances sont peut-être toujours limitées. Mais après, à nous d'en traduire et d'en fabriquer les limites. C'est toute une œuvre qui est élaborée dans une dialectique, la dramatique de l'être humain. Au fond, la question, c'est qu'est-ce qui construit un être humain, quoi ? Quelles sont les conditions de grandissement d'un être humain ? J'aime la vie et les hommes, pour peu qu'ils aient du pain et de la liberté. Dès que la route de Paris est ouverte, Emmanuel Mounier regagne la capitale et relance aussitôt Esprit dans le climat d'enthousiasme de la libération, riche des projets qu'il a mûris dans sa retraite de Dieulefit et dans les réunions clandestines, ainsi que dans le souvenir des camarades qui ont payé de leur vie cette liberté reconquise. Rien ne laisse présager que c'est sa dernière étape. À force de démarches, il parvient à faire reparaître la revue Esprit fin 1944 et bientôt accueilli par son ami Paul Flamand, installe la revue au 27 de la rue Jacob, au-dessus des éditions du Seuil. Il intègre dans son équipe de jeunes résistants comme Joseph Rovan et Jean-Marie Domenac. Les groupes Esprit se reconstituent en province et à l'étranger et participent activement à la reconstruction de l'Europe que Mounier envisage comme une fédération d'États. Très demandé comme conférencier, il entreprend des tournées en Europe et en Afrique et aura une très grande influence en Amérique latine sur la théologie de la libération. Après avoir publié dans la revue Esprit les premiers poètes et penseurs dits nègres dès 1934, il s'engage pour la décolonisation. Si on lit les textes de Senghor, on voit que sa relecture du marxisme, sa relecture de la religion, sa relecture même de ce qui fait la négritude est entièrement influencée par Mounier. Et Senghor dira que dans les grands intellectuels qui l'ont influencé, ceux qui ont été structurants dans sa manière de thématiser la présence noire en Afrique et en Europe, les penseurs centraux sont Jacques Maritain et Emmanuel Mounier. Je pense que Mounier a été très attaché au projet d'Union française, en fait, qui est venu dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer justement de transformer l'impérialisme français tel qu'il se constituait et tel qu'il a commencé à être remis en cause par les intellectuels et par les peuples. Mounier a toujours été derrière le désir ou la volonté d'autodétermination des peuples et a toujours essayé de trouver, peut-être à la manière de Senghor, une manière de défendre et de soutenir des processus, là aussi, d'indépendance qui ne sombrent pas dans la violence et qui ne sombrent pas, là aussi, dans le ressentiment décolonisé vis-à-vis des colons et dans une espèce d'amertume des anciens colons, de l'ancien empire impérial, vis-à-vis des colonies désormais perdues. Dans le même temps, Emmanuel Mounier réalise un rêve formé depuis longtemps. Habiter à l'écart de Paris, en dehors de l'anonymat de la grande ville, en compagnie de quelques camarades, et mener cette vie amicale et communautaire qu'il n'a pas pu encore essayer. Il s'installe avec Paulette et leurs 2 filles à Châtenay-Malabry, au Mur Blanc, la propriété qu'il a achetée avec 3 autres familles au printemps 1939. 3 puis 4 familles étroitement liées à la revue y vivent, formant la communauté amicale sans promiscuité que Mounier préconisait. Il y cultive son jardin ainsi que son jardin de projet, le principal étant d'en faire un centre esprit, comprenant logement, administration de la revue, locaux de réunion, ainsi qu'un laboratoire école au service d'études de psychopédagogie. De nombreuses visites amicales, réunions et conférences débats le dimanche après-midi animent les lieux et les esprits. Une 3e fille, Martine, naît au foyer d'Emmanuel et de Paulette en 1947. Pour lui, la famille n'est absolument pas l'occasion de s'enfermer et finalement de rester dans l'entre-soi. Mais pour lui, il pratique la politique de la porte ouverte. Donc la famille, comme la revue Esprit, cette notion d'accueil et d'hospitalité. Et alors là, je trouve que c'est très abrahamique, cette dimension de l'accueil, de la différence et de l'accueil profond. C'est-à-dire qu'il faut se rendre disponible à l'autre. Et pour accueillir, il faut se recueillir. La personne est donc
l'espace de déploiement de ce jeu qu'il va appeler dans son dernier texte un jeu de systole-diastole. La personne est toujours à la fois dans un travail d'approfondissement de soi et de sortie de soi, et tout ça se fait dans un échange permanent et synergique, en somme, ou synergétique, puisque l'un enrichit l'autre. Il dit que la fécondité d'une relation intérieure articulée à la présence au monde et aux autres donne un rayonnement. Et le rayonnement, c'est la transformation des possibles. C'est rendre dynamique le figé. C'est-à-dire qu'on est tous pétris, finalement, de positionnements durcis, habitudes, blocages. En psychanalyse, on dira des névroses, etc. Enfin, voilà. Et en fait, lui, il percute ça et il le remet en mouvement. Et il le remet en mouvement dans l'ouverture d'un tas de possibles. Voilà. Et ça, c'est génial, parce que ça construit les gens. Donc, c'est quelqu'un qui remet les gens debout. Là où ils sont écrasés, ou là où ils sont démissionnaires. C'est pas un système, c'est des propositions de cheminement lumineux. Dans cette dernière période, Emmanuel Mounier est d'une grande fécondité. Outre les conférences qu'il donne en France et en Europe, il publie pas moins de 8 ouvrages en 5 ans. Il est le principal maître à penser de la jeune génération chrétienne et protagoniste de tous les débats politiques et religieux de ces années-là. Il a réussi à créer une philosophie de service. Pour lui, la personne doit entrer dans le service du bien commun. Le degré de spiritualité d'une âme se mesure précisément à sa capacité de pouvoir servir le bien commun. Une dimension très forte de l'amour. Et l'amour oblige à servir celui qu'on aime. Lui, il dit que le cogito existentiel, c'est en fait « j'aime, donc je suis ». Peu avant d'être emporté par une crise cardiaque le 22 mars 1950, Emmanuel Mounier pensait prendre de la distance envers la vie publique pour se rendre plus proche des pauvres et porter plus directement témoignage par son style de vie de ses convictions les plus profondes. « Mon évangile est l'évangile des pauvres », dira-t-il. Ce souci d'accord entre le dire et le faire, la conviction et l'action, cet accord est très remarquable chez Mounier. Il y a aussi chez Mounier le souci de toujours garder en vue le sort des plus défavorisés dans la société. Cette considération, en somme, des pauvres dans la société, ça a été l'un des vecteurs de son action et de ses préoccupations. Et ce souci constant l'amènera peu de temps avant sa mort. Ça se situe, je crois, à la fin 49, 3-4 mois avant qu'il ne disparaisse, en mars 50. Il écrit au père André de Pierre, qui est l'un des prêtres ouvriers, leader du mouvement des prêtres ouvriers. Il lui écrit « Avec mon épouse, nous songeons à nous porter en votre direction, c'est-à-dire du côté de Montreuil. » Montreuil qui, à l'époque, avec Belleville, etc., incarnait bien sûr le monde du travail. Il ne vivait pas dans une aisance matérielle, pas du tout. Mais il le vivait de façon chrétienne. C'est-à-dire que c'était aussi un dépouillement. Et alors là, il y a saint François d'Assise qui apparaît en filigrane. Alors, il n'a pas du tout été dans cette radicalité franciscaine. Mais quand même, il y avait quand même vraiment un détachement très profond vis-à-vis des biens matériels. Il y a toujours ce souci du frère, de lui tendre la main. C'était pourtant pas un homme facile. C'était un homme qui était, comme Peggy d'ailleurs, ils étaient tous les deux des hommes un peu rudes, très exigeants avec eux-mêmes, donc très exigeants avec les autres. Mounier essaie de s'en sortir par le haut, en faisant aussi appel au meilleur de chacun. Et ça, je crois que c'est aussi de tous. C'est aussi une leçon pour aujourd'hui. Soit on tire les gens vers le bas, on flatte leurs instincts les plus grégaires, les plus sordides, soit on participe, on concourt avec eux, pas sans eux, je vais parler du rapport de Mounier avec les plus pauvres, à leur prise en main de leur destin. Ce n'est pas une forme technocratique qui s'impose aux gens, c'est une participation solidaire à leur destinée, ce qui est tout à fait différent. Mounier est quelqu'un d'hypersensible à la question de la pauvreté. Mounier nous aide à travailler aujourd'hui dans des formes d'économie
qu'on appelle parfois collaborative, sociale et solidaire, intégrative, enfin on peut lui donner tous les noms qu'on veut, où ce n'est pas simplement le profit, le capital, mais aussi le travail humain qui doit être pris en compte. Tous les conditionnements, qu'ils soient familiaux ou institutionnels ou étatiques, sont des conditionnements qui ne sont pas des prisons et qui ne sont pas des fatalités. Et donc il s'agit d'aérer en quelque sorte un espace et un temps pour qu'un être humain puisse grandir. Et quelle que soit sa situation de départ, c'est faire la place à un avenir possible, viable, et où l'être humain peut se considérer dans sa verticalité et dans sa dignité, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve. On a besoin de gens qui ont exploré des voies, qui sont allés très loin dans leur cheminement et qui nous disent juste qu'il y a des possibilités autres que ce qu'on nous fait croire être le chemin. Être présent à l'histoire et être présent aux hommes et être présent à la vie, être présent aux autres, ça demande un décentrement et quelque chose qui finalement laisse la place à de l'inouï. Cette fécondité d'interprétation de Mounier, qu'avait bien repéré quelqu'un comme Ricoeur. Ricoeur avait dit du personnalisme, c'est une matrice. J'aime beaucoup cette expression, matrice, qui permet des engagements, des postures, des positionnements variés. C'est pour ça que vous retrouvez autour de Mounier des gens qui se sont comportés très très différemment. Vous trouvez des ecclésiastiques, vous trouvez des hommes politiques, vous trouvez des syndicalistes, vous trouvez des gens qui sont dans le monde associatif, vous trouvez des gens qui ne sont pas forcément très très engagés partout, mais qui ont aussi su faire leur miel, je vais le dire comme ça, de la pensée de Mounier. Il y aurait bien une certaine faiblesse à considérer l'amour et plus généralement la vie comme quelque chose que l'on attend plutôt que quelque chose que l'on conquiert.